Ça, c'est des connaissances, faire un feu en forêt par tous les temps. Tous nos arrière-grands-parents, ils savaient faire ça. Aujourd'hui, on ne sait plus faire parce que dans notre mode de vie actuel, on n'a pas besoin en fait. L'hiver dernier, j'ai participé à un stage de survie avec Time on Target. Pendant ce stage de 2 jours, j'ai appris à reconnaître des plantes utiles ou comestibles, à filtrer l'eau et la rendre potable, à pister des animaux et à installer des pièges, à réaliser un feu sans outils, préparer un campement avec un tarp et pas mal d'autres choses. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un petit échantillon de ce que j'ai vu et appris parce que j'estime que ce sont des compétences et des connaissances qui sont à la base de notre civilisation. En discutant avec Time on Target, ils ont accepté de faire un petit geste pour vous, mes abonnés. Ils vous offrent 5% sur l'ensemble de leurs stages qui sont réalisables sur une bonne partie de la France et qui vont de 1 à 4 jours. Ils vous offrent aussi un Fire Steel et pour ça, il faut juste rentrer le code FLONOMAD au moment de l'inscription. Si ça vous intéresse, vous avez le lien du site dans la description ainsi que le code promo. C'est bien de connaître les essences de bois, c'est encore mieux de savoir ce qu'on en fait. Le charme, pour moi, c'est un des meilleurs bois en bivouac la nuit en termes de pouvoir calorifique. C'est un bois qui brûle très bien, qui dégage beaucoup de chaleur. Le chêne, c'est un bois qui est assez recherché en ébénisterie, ou même quand vous faites du feu dans la cheminée pour mettre la nuit. Par contre, c'est de la vraie merde sur le terrain parce que c'est tellement dense que ça dégage pas de chaleur, ça a brûlé hyper longtemps. Mais par contre, le ratio calorifique, il est pas bon et tu te cailles le cul. Donc c'est pour ça que même le soir, quand on ramasse le bois, on se dit ah tiens, là ça caille, je vais plutôt aller taper dans le charme, je vais plutôt aller taper des fois dans le hêtre s'il fait un petit peu moins froid, parce que le hêtre est un peu plus dense et ainsi de suite. Donc c'est vachement bien de connaître les différentes essences de bois. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Alors là par exemple, c'est un agent de l'ONF qui vient là. Il pourrait dire qu'on va couper tout ce qu'il y a là autour juste pour protéger ça. Ça c'est hyper rare, c'est protégé. Et l'alisier ça fait des toutes petites pommes rondes mais que sur des très grands arbres. Et c'est imbouffable tellement c'est acide, vous pouvez en faire, c'est consommable mais trop acide. Par exemple, si vous êtes sur le terrain, vous faites un bivouac sauvage, donc déjà bon le bivouac c'est toléré, on en reparlera. Vous faites en plus un petit feu, vous êtes contrôlé par l'agent de l'ONF qui voit que vous avez coupé le merisier, ah bah là vous êtes au top. Pareil, c'est des essences de bois qui sont à conserver dans les zones Natura 2000, donc on essaye d'éviter d'abattre ce genre d'arbre. Si on doit construire des trucs, on va plutôt utiliser du noisetier, du chêne, des essences de bois qui se régénèrent bien plutôt que d'aller couper un merisier. Ça pareil, on peut aussi l'utiliser quand vous en avez de la bien sèche. C'est plus complexe à utiliser. À l'intérieur, le cœur de ce bois là, si vous le travaillez, peut aussi servir de planchette pour faire du feu. Et c'est plus difficile avec ça, que déjà vous allez voir que c'est jamais facile. Et c'est encore plus difficile avec ça pour le feu d'artifice. Ça. Il y en a un qui a un briquet sur lui. Yes. Ça, ouais, pour allumer le feu, ça va bien. Yep. Non, c'est pas du boulot. C'est aussi du merisier. Donc ça, la fibre à l'intérieur, là, alors ça marche moins bien qu'avec le boulot. Je vous montrera le boulot quand on fera l'atelier feu. Et c'est quand même assez riche en térébenthine. Et ça a tendance à faire des bons allumes-feu. Ça se rétracte au bout d'un moment, une fois que ça part. Sentez l'odeur. Ça c'est la térébenthine qui est à l'intérieur et c'est vachement bien pour les derniers moustiques. Cette odeur de térébenthine. Ouais. Et ça fume hyper longtemps. Donc ça quand vous êtes bouffé, vous en foutez sur le feu. Hein. Si vous êtes sur un merisier comme ça, bon celui-là il est mort. Mais si vous devez prendre un bout d'écorce, il faut savoir que si vous faites le tour complet de l'écorce, que vous arrachez tout, l'arbre il est foutu. Donc si vous en prenez un morceau, vous le coupez là, il n'y aura pas de problème, ça va dégueuler de résine, ça va se régénérer si vous faites le tour que là. Okay. Essence de bois très tendre, très facile à travailler pour en faire des choses. Pas facile à trouver, parce que là il n'y a pas les feuilles. Personne n'a une idée? C'est quoi? Ah non, le noisetier c'est très blanc, très lisse et très droit. Non, ça c'est de l'érable. Érable sycomore. Toxique pour les chevaux. Ouais. Alors l'ail des ours, il faut faire gaffe. Il y a de l'ail des ours, des fois il y a du muguet qui pousse. Et là où il y a de l'ail des ours qui poussent, il y a des endroits, on n'en a pas trop ici, il y a des colchiques qui poussent aussi. Et il y a plein de gens qui ingurgitent des colchiques, c'est hyper toxique. Ah, il y a eu un couple qui est mort il y a 2 ans. C'est ça, tout à fait. Peut-être qu'ils faisaient ça pourtant tous les ans. Tout à fait. Qui t'a porté sur stage de survie aussi qui est dans le Morbihan. Le mec il a confondu de la carotte sauvage avec de la ciguë. Et il y a eu un mort. En stage. Donc, principe de base, MITAC. Encore un truc de l'armée. Matériel inconnu, touche à ton cul.
Sur tout ce qui est botanique, champignons en particulier, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faut pas les bouffer. Il y a une petite histoire là qu'il y a eu dans les Alpes, c'est il y a 2 ans aussi, ou 3 ans, non c'est 3 ans, juste avant le Covid. Un gars qui était avec sa femme, un retraité, il était en train de ramasser une fleur de montagne et il croise une randonneuse et la randonneuse par curiosité leur demande ce que c'est. Et lui dit ah bah moi je mets ça dans mon omelette, c'est super bon, machin, fleur de montagne, c'est de la digitale. Le mec est mort, la femme était dans le coma pendant je sais pas combien de temps et sur les réseaux sociaux ils ont tout fait pour essayer de retrouver cette randonneuse là parce que la femme le premier jour elle avait rien eu, elle avait dit qu'ils en avaient donné justement à la randonneuse qui était venue et après ils ont jamais retrouvé cette nana mais visiblement elle n'a pas dû consommer la digitale. Donc la digitale c'est une fleur qui a une espèce de clochette violette, hyper toxique. Là, il suffit, si tu as le doute, par contre, tu froisses, tu sens et tu peux pas te tromper. Là, l'odeur, c'est vachement humide parce qu'il y a toute l'eau qui s'est mise dessus. Alors vous prenez votre couteau et si vous prenez juste le temps d'enlever l'écorce, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sec. Si vous voulez savoir si c'est sec, vous prenez le morceau de bois que vous avez un petit peu gratouillé, vous posez sur la lèvre, si vous sentez que c'est hyper frais, c'est encore humide, c'est encore gratté, et ainsi de suite. En Amazonie, typiquement, vous prenez des morceaux de bois comme ça, au cœur du cœur, c'est encore trempé. Et le feu en Amazonie, c'est une vraie galère, bien plus qu'ici. Après, il y en a qui font ce qu'on appelle des hérissons, c'est pas mal. Les hérissons, c'est, une fois qu'on a enlevé l'écorce, on va faire des genres de copeaux qu'on va laisser dessus, comme ça, à différents endroits. Ça va prendre beaucoup plus facilement. Ce que tu as mis là dans la poche. Ça c'est bien, ça, cette partie-là. Des trucs à peine plus épais, toujours en version bois mort sur pied, à peine plus épais que la paille. Et ça va réussir à prendre un petit peu plus que ces trucs-là. Et moins éphémère que la paille. Mais il faut déjà une bonne flamme pour que ça parte. Vous mettez au-dessus comme ça, vous faites des étincelles, vous n'arriverez pas à faire de feu. Parce que vos étincelles elles partent dans tous les sens et ça va jamais réchauffer. Maintenant si vous avez un élément dur comme ça, vous allez poser la pointe de votre fire steel au cœur et que vous allez au début pas chercher à faire des étincelles mais plutôt à gratter des copeaux. Quand ça va partir là, ça va vraiment dégager de la chaleur. Voilà. Là c'est humide donc ça prend du temps à partir. Mais je vais rester tout le temps au même endroit. Là déjà je suis en train de bien réchauffer ma paille. Et au bout d'un moment, même si elle est humide, je vais pouvoir la faire partir. Voilà. Hop là j'ai mes premières flammes, hop, je l'oxygène bien. Tac. Et ça doit être humide, c'est pas un souci. Si on doit refaire dans la journée, ça peut être intéressant, la petite paille là que vous avez ramassée, c'est de la mettre dans la poche, ça elle va sécher un petit peu, et ainsi de suite. Et là une fois, bon là il en faudra un peu plus, là après on va tranquillement pouvoir poser ça dessus, ça va réchauffer, et ainsi de suite. Les 5 trucs les plus durs à pallier sur le terrain, c'est règle des 5 C. Coupant, un couteau. Alors il y en a qui vont vous dire on peut utiliser du silex, des machins, des trucs. Ben, c'est quand même pas évident, là, je vous mets au défi de trouver du silex ici. Contenant, on en reparlera sur l'eau. Si vous n'avez pas un truc qui permet de faire bouillir l'eau, ça va être compliqué de la consommer. Alors on peut aussi pallier avec de l'écorce de bouleau, on peut fabriquer des contenants de trucs. Couvrant, parce que faire un abri étanche ça dure 4 heures. Okay. Cordage. Si vous êtes en milieu alpin ou que vous avez besoin d'utiliser même de la cordelette, c'est pas évident. Pareil, on vous montrera comment tresser de la cordelette, mais de là à faire une corde pour descendre en rappel, ça frise l'impossible. Et pour moi, le dernier C, c'est le plus important, c'est connaissance. Et là, c'est ce qui vous a manqué ici. Ça, c'est des connaissances, faire un feu en forêt par tous les temps. Tous nos arrière-grands-parents, ils savaient faire ça. Aujourd'hui, on ne sait plus faire parce que dans notre mode de vie actuel, on n'a pas besoin en fait. Donc voilà. Et en tout cas, juste pour vous montrer que même si c'est chiant, c'est humide, avec un petit peu de réflexion, un petit peu de connaissance, on y arrive. Je rappelle, règle des 3. On peut mourir en général en 3 secondes sur une connerie. C'est un mauvais choix de décision. Mauvais nœud, vous cassez la gueule, 3 secondes, t'es mort. 3 minutes sans respirer. 3 heures en grosse hypothermie. Je vais remonter au plus molle. 3 jours sans boire, mais ça c'est valable que sur des contrées, on va dire, des climats continentaux. Si vous êtes dans le désert, vous n'allez pas tenir 3 jours.
Les ressources en eau, elles peuvent monter de 7 à 14 litres par jour. C'est pour ça que les gens utilisent des dromadaires pour porter la flotte. Et ça peut monter jusqu'à 30 jours sans bouffer. Ou 3 semaines sans bouffer. 21 jours sans manger. Donc, la bouffe, ça vient bien après en termes de ressources. Le problème de l'eau, c'est que ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est que toute eau qui n'est pas contrôlée par un organisme type laboratoire, suivant l'OMS, est impropre à la consommation. Une eau qui n'est pas contrôlée est impropre à la consommation. Alors après, on va pouvoir faire des exceptions, des machins, des trucs, mais ça, c'est la définition officielle. Il y a 4 grandes familles de choses qui vont faire que l'eau, telle qu'elle est là, n'est pas potable. Donc chimique, bactéries, virus et nucléaire. Problème sur ces trucs-là, c'est que ça ne se traite pas de la même façon. Donc en gros, le chimique et le nucléaire, ça va être plutôt la merde pour nous à traiter parce qu'il va falloir utiliser, alors pour le nucléaire on oublie, on met de côté, mais pour le chimique il faut utiliser du charbon actif. Dans tous les manuels de survie on vous dit de prendre du charbon, vous faites votre feu de camp, prenez du charbon de bois, vous le mettez dans l'eau. C'est une connerie monumentale. Ça n'a aucun effet. Les gens confondent le charbon de bois et le charbon actif. Le charbon actif c'est pas du charbon de bois qu'on ramasse au coin du feu, ça n'a rien à voir. Le charbon actif, moi personnellement je ne peux pas fabriquer ça là sur le terrain. Donc après il y a des filtres, il y a des marques où il y a du charbon actif dedans. Le problème de ces trucs là, c'est que c'est comme les trucs Brita, c'est conneries. Parce que tu as une durée d'utilisation dessus qui dit au bout de temps d'utilisation il faut changer ton filtre. Okay. Le problème c'est qu'en fonction de ton eau, qui est plus ou moins chargée ou pas, la durée d'utilisation elle va énormément varier. Et du coup ton filtre au bout d'un moment quand il est saturé, ton filtre au charbon actif, et ben, il rejette tout d'un coup. Donc au lieu de boire de la saloperie de ton robinet un petit peu tous les jours, tu vas tout amasser d'un coup. Sur une des. Et c'est pour ça que c'est une connerie monumentale. Donc après, l'autre définition d'une eau potable, on va rendre potable nous-mêmes, c'est que 1, elle soit exemptée de particules visibles à l'œil nu, ça c'est une chose, et que 2, elle soit traitée, soit portée à ébullition. Maintenant le tout c'est de savoir combien de temps porter à ébullition. Là si par exemple je prends de l'eau là, elle est claire, je dois la faire bouillir combien de temps pour estimer qu'elle est potable? 10 minutes, il ne va pas te rester beaucoup d'eau. Si elle bout bien, on parle d'eau à gros bouillon. 3 minutes. 3 minutes? Ça c'est les enchères. Qui est plus? Je sais pas. Tu dis 10 c'est trop, alors je me dis que... Et bah c'est plus complexe que ça. C'est 1 minute, plus 1 minute tous les 1000 mètres d'altitude. Parce que plus vous allez monter en altitude, plus les écarts de pression vont être importants, et plus l'eau va bouillir à basse température. Donc il va falloir la porter à ébullition plus longtemps pour arriver au point de 100 degrés. Parce que sinon ton eau elle va bouillir par exemple à 90 degrés, ça va pas suffire, donc il va falloir rajouter 1 minute à chaque fois. Voilà. Ça c'est pareil, t'as pas besoin d'aspirer comme un malade son eau elle coule. Donc ça c'est les modèles du marché qui sont pas mal. J'ai pas de rétribution sur ces marques là, c'est juste en général en fait je présente du matos auquel je fais confiance. Ces trucs là, le truc comme ça, typiquement je partirais pas avec ce photo. Après c'est Live Pro, ça fait beaucoup de pubs, je vous déconseille leurs produits. C'est pas génial. Donc ça voilà, ça marche, pas besoin de mettre de chlore, pas besoin de faire bouillir. Franchement c'est pas mal. Maintenant si vous n'avez pas ça, tu vois ton contenu 1 des 2, c'est vraiment bien. Là vous avez une seringue pour la nettoyer, vous mettez de l'eau sous pression dedans et ça nettoie tout. Et là il suffit juste de rincer ça à l'eau claire, ça c'est Katadyn. Katadyn fait des produits beaucoup plus performants, qui coûtent beaucoup plus cher par contre. Quand nous on a des grosses pompes qui sont vraiment bien. Et l'autre c'est quoi le nom de la marque? Sawyer, S-A-W. Katadyn qui fait les pompes céramiques. Ok. Katadyn et MSR en fond, ouais. Les deux marques en fond. Ça, le seul truc que je reprocherais à ces deux trucs là, c'est la fragilité des bidons. Oui. Et ça par contre, si tu as pété ton bidon, tu peux l'utiliser et boire directement en système de paille. Ouais. Ouais, la Sawyer franchement est bien. Hein. J'espère que cette petite initiation à la survie vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le stage. Je le recommande à 100%. J'adresse aussi un grand merci à Damien Lecouvet qui a été l'instructeur durant ce stage. Je mettrai dans la description le lien de son Instagram parce qu'il fait des choses très intéressantes. Et puis je vous mets aussi le lien du site Time on Target. N'oubliez pas, si vous voulez participer à un stage, vous avez le droit à 5% de réduction et un Fire Steel offert avec le code FlowNomad. A bientôt!